Donc, rapidement, en 50 minutes, ce que je vais essayer de faire, c'est présenter un petit peu qu'est-ce qu'on a comme type de virus chez les plantes, quelles sont les différences par rapport aux virus chez les animaux, et quels sont les problèmes spécifiques chez les virus des plantes que tout virus de plante doit résoudre pour infecter efficacement ses hôtes. Et ça va être le mode d'entrée et la transmission de cellule à cellule. Donc, je ne vais pas parler de la dissémination par le système vasculaire parce que ça, c'est dépendant principalement des protéines des capsides. Je vais passer rapidement deux virus à ARN et un virus à ADN pour les stratégies de réplication chez les virus des plantes. Et je terminerai par une considération, si j'ai encore le temps, de certains types de génomes que l'on trouve chez les plantes, chez les virus des plantes et pas chez les virus des animaux. Alors, quel type de virus on trouve chez les plantes? Donc, ce schéma-là était censé résumer la diversité de virus dans la totalité des organismes selon la classification de Baltimore, avec les familles qui sont les plus représentées, les virus de la classe 1, ADN double brin, et les virus de la classe 4, en virus à ARN brin plus. Alors, chez les plantes, ce que l'on voit, c'est que c'est comme ça. C'est-à-dire que le grand absent, ce sont les virus à ADN double brin. Il n'existe aucun virus à ADN double brin qui infecte des plantes. Et pour les virus à ADN tout court, leur diversité est vraiment très très limitée. On a une famille, les Gemini-virus en ADN simple brin, et une famille de virus à rétrotranscription, les colimovirus. Tous les autres virus qui infectent des plantes sont les virus à ARN, et la grande majorité sont des virus à ARN brin plus. Donc ça, c'est une grande différence. En plus de ça, chez les virus des plantes, on a beaucoup de virus satellites, principalement les ARN satellites qui parasitent les virus à ARN, et on a aussi les viroïdes qui sont des formes infectieuses d'ARN, ce qu'on retrouve spécifiquement chez les plantes. Alors, une spécificité chez les virus des plantes, c'est que aucun virus des plantes ne possède un récepteur spécifique sur la membrane plasmique de la plante, parce que je pense que la paroi et les cuticules à l'extérieur de la plante, des feuilles de la plante, est une barrière efficace contre l'infection virale. Et donc, l'immense majorité des virus des plantes dépendent d'un vecteur pour leur transmission. Soit un vecteur insecte qui va soit mâcher les feuilles et abîmer les cellules de la plante et transmettre les virus, ou alors les suceurs de sève qui vont aussi transmettre les virus dans la sève de la plante. Certains virus des plantes sont transmis par des moisissures, et dans ce cas-là, ce sont des moisissures qui parasitent les tissus de la plante, qui envoient des ifs de la moisissure à l'intérieur des tissus de la plante, et en ce faisant, les ifs peuvent être associés aux particules virales qui vont avoir accès au cytoplasme de la cellule qui est envahie par la moisissure. Donc ça, c'est vrai pour beaucoup de virus des plantes. Certains virus des plantes ne dépendent pas d'un vecteur. Et à ce moment-là, ils sont transmis soit dans les graines, en transmission verticale, ou alors par les pratiques agricoles. La bouture, la taille, des choses comme ça. Donc on va tailler une plante, et sur l'instrument, on a de la sève qui est infectée, on va tailler une autre plante, et c'est ça qui suffit de transmettre le virus. Donc les pratiques agricoles, ce sont l'autre moyen pour les virus des plantes d'infecter une nouvelle hôte. Et ça, chez les tobamovirus, les virus de la famille du virus de mosaïque du tabac. Alors, les relations virus-vecteur, on a différents types de relations. Donc, on a, dans certains cas, ou dans pas mal de cas, un virus qui va être transmis par un seul vecteur et qui va infecter une seule plante hôte.
Et ici, donc, on a deux virus des plantes différentes qui sont transmis par le même vecteur, mais ces deux virus ne se rencontrent jamais vraiment parce qu'ils sont adaptés à différentes plantes hôtes. On a aussi le cas où on a des virus qui sont très flexibles, c'est-à-dire peuvent infecter plusieurs centaines de plantes différentes, mais la seule chose qui limite leur transmission, c'est qu'ils sont dépendants d'un seul vecteur, le Frankliniella occidentalis. Alors, on a des virus qui sont des plantes qui sont soit restreintes à une certaine région dans le monde, ou d'autres qui ont une distribution mondiale. Et ça, c'est parce que avec le commerce mondial, on a l'export des bouts de plantes. Des fois, dans le cargo, on a des insectes ou les larves d'insectes qui sont transportés d'un continent à l'autre et ainsi finissent par être présents à différents endroits dans le monde. Donc c'est le cas là pour le Frankliniella occidentalis, qui est un vecteur aussi pour différents virus. Et d'ailleurs, le même vecteur peut véhiculer plusieurs virus différents. Donc le Bemisia tabaci, il a une distribution mondiale maintenant et il peut être le vecteur pour différents virus des plantes. Ce qui n'était pas le cas parce qu'on pense que ce vecteur avait son origine en Afrique. Que dire d'autre? Donc pour les noms des virus des plantes, ce qu'il faut savoir, c'est que on a toujours en organisation avec le nom de l'espèce infectée, quelque chose en lien avec des symptômes, et puis V pour virus, ou VD pour viroïde. Donc le CAMV, c'est le Cassava Mosaic Virus. Donc le cassava, c'est le manioc. MSV, c'est le Maize Streak Virus. Donc le maïs et les stries virus. Donc la plante hôte, c'est quelque chose à voir avec les symptômes, et puis virus. Donc tous les noms sont comme ça, chez les virus des plantes. Une autre chose que l'on peut remarquer des fois, c'est que de temps en temps, on a l'impression qu'il y a une sorte de notion de zoonose ici. Parce que, par exemple, le MSV, c'est un pathogène important, un phytopathogène important dans les cultures de maïs en Afrique. Et le maïs n'est pas une plante native au continent africain. Il vient de l'Amérique centrale, le maïs. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que on a transporté l'espèce hôte et cette espèce hôte a été mise en contact avec les virus qui ont infecté les graminées sur le continent africain. Donc, on a le virus qui s'adapte à un nouvel hôte et c'est ça qui nous donne une infection qui est très pathogène pour la plante. Et pareil pour le TYLCV qui infecte la tomate. C'est à nouveau une infection virale qui a démarré je ne sais plus où d'ailleurs, mais c'est la plante qui vient d'Amérique du Sud, qui est cultivée ailleurs. Donc, du coup, la plante rencontre de nouveaux virus. Donc, on a cette idée de saut d'espèce, un virus va infecter une nouvelle espèce, et c'est ça qui va donner une infection très pathogène, dans certains cas. Alors, nécessité ou importance d'un vecteur pour transmettre l'infection. Et vraiment, souvent, la zone où on va trouver le virus va dépendre beaucoup plus de la zone occupée par le vecteur que par la zone de culture de la plante. D'accord? Donc, si on n'a pas de MSV en France dans les cultures de maïs, c'est parce que le vecteur n'habite pas ici. Donc, s'il habitait ici, on pourrait avoir cette maladie dans les cultures de maïs en France. Alors, une fois que le virus arrive dans une cellule chez la plante, un enjeu pour le virus, c'est d'assurer une transmission, une dissémination locale via les plasmodesmes. Donc, les cellules de la plante sont connectées
par des plasmodesmes. Et chaque virus de plante code pour une protéine de mouvement qui assure la transmission de son génome d'une cellule à la cellule voisine via les plasmodesmes. Donc il y a deux types de protéines de mouvement. Soit la protéine de mouvement va se fixer sur le génome viral et assurer sa transmission à travers les plasmodesmes sans modifier les structures des plasmodesmes. Dans ce cas-là, c'est l'ARN ou l'ADN génomique seul qui passe par les plasmodesmes. Ou alors, on a un autre cas où c'est la particule ou la nucléocapside en entier qui passe à travers les plasmodesmes. Mais dans ce cas-là, normalement, les plasmodesmes sont trop petits pour laisser passer une nucléocapside entière. Donc, ce qui se passe, c'est que le protéine de mouvement va en fait modifier la structure des plasmodesmes, les élargir, et c'est ça qui permet aux particules virales ou les nucléocapsides de passer. Donc, on a deux modes de fonctionnement des protéines de mouvement chez les virus des plantes. Mais quel que soit le virus, il doit coder pour une protéine de mouvement dans son génome. Parce que sinon, le virus il va rester cantonné à une seule cellule infectée. Alors, je pense que je ne vais pas m'arrêter parce qu'on a peu de temps. Donc, pour quelques cycles de réplication, virus de mosaïque du tabac et le potivirus et les géminivirus. Donc, le virus de mosaïque du tabac, c'est le grand classique en biologie moléculaire et en virologie. Un des premiers virus étudiés, quel que soit le système. Alors, la structure de sa capside, très très simple. Donc, on a une particule virale formée par l'ARN génomique entouré par des 2130 copies de la protéine de capside avec une symétrie hélicoïdale. Et l'ARN génomique est très très simple. Donc, on a une extrémité 5' qui porte une coiffe. Les deux cadres ouverts de lecture à la région 5' codent pour l'ARN polymérase du virus. La partie en 3' code pour la protéine de capside et la partie au milieu code pour le protéine de mouvement. Donc ça, c'est vraiment le minimum pour un virus de plante. Quelque chose qui assure la réplication du génome, une protéine de capside et une protéine de mouvement. Donc très très simple. Alors, comment marche sa réplication? Donc, lorsque la particule rentre dans la cellule, la première chose, c'est que la coiffe en 5' de génome sera accessible à l'extérieur de la particule virale et le ribosome ou les ribosomes cellulaires vont pouvoir s'attacher à l'extrémité 5' de génome et commencer la traduction des premiers gènes. Et en ce faisant, le ribosome qui avance va enlever ou décapsider la nucléocapside, les protéines de capside qui sont autour de l'ARN génomique. Donc on a une décapsidation partielle de la particule virale qui est associée à la traduction de l'ARN polymérase dépendant de l'ARN du virus. Donc ça c'est très rapidement après l'infection. Ensuite, l'ARN polymérase viral va se fixer sur l'autre extrémité du génome viral et il va commencer à faire une copie ARN brun- allant dans ce sens-là. Et ça va terminer la décapsidation. Et à ce moment-là, on aura la réplication de l'ARN viral, l'introduction des autres protéines virales, la protéine de mouvement, la protéine de capside, et la reformation de nouvelles particules virales avec l'initiation de l'assemblage sur le site PSI. Et la formation de nouvelles particules virales au bout de 45 minutes après l'infection. Donc c'est très rapide. Alors, on connaît bien le virus de mosaïque du tabac depuis bien longtemps. Et vu qu'on le connaît bien, c'est un virus qu'on a un peu manipulé pour l'utilisation en biotechnologie pour faire exprimer les protéines recombinantes chez les plantes, sans faire des plantes transgéniques. Donc l'idée ici, c'est que on va modifier le génome viral pour insérer, par exemple, une protéine recombinante, ici la GFP, soit en plus des gènes du virus, donc entre la protéine de matrice et la protéine
de capsides ou les gènes entre les cadres ouverts de lecture codant pour la matrice et la protéine des capsides, ou alors on remplace la protéine des capsides. Dans ce cas-là, on peut inoculer ces plasmides dans la feuille de la plante. Dans le noyau de la plante, les ARN polymérase cellulaire va transcrire ces ARN qui vont être exportés dans le cytoplasme et on a un déclenchement de la réplication. Alors, pour le JL24, on a le génome complet plus la GFP. Donc, après l'inoculation ici, on a une infection systémique qui démarre chez la plante. Donc, on a la transmission locale sur la feuille qui est inoculée, mais ensuite, on a une transmission à distance, une infection systémique chez la plante. Tandis que pour le Turbo-J, le virus recombinant manque la protéine de capside, mais elle a l'ARN polymérase et il a la protéine de mouvement. Donc, ce qui veut dire que le virus peut se répliquer son ARN et ces copies d'ARN peuvent être transmises d'une cellule à une autre cellule. Et donc, c'est pour ça que le Turbo-J, là, après une inoculation ici, peut infecter toutes les cellules sur une feuille. Mais il n'y a pas de transmission sur le reste de la plante. Donc, ça, c'est très, très bien pour la biosécurité, parce que ce virus-là ne pourrait jamais être transmis d'une plante à une autre, parce que c'est juste une molécule d'ARN sans capside. Donc, il ne sera pas stable. Donc, l'idée, c'est que, on peut utiliser ces virus recombinants pour produire des protéines recombinantes dans les plantes, on récupère les feuilles, et puis ensuite, on va extraire notre protéine, plutôt que de faire la culture cellulaire. Donc, on a des vecteurs de ce type dérivés d'autres virus ARN ou des géminivirus chez les plantes. Donc, vecteur pour l'expression génique. Alors, le virus de mosaïque du tabac, ce n'est pas vraiment un énorme problème pour les cultures en France. On n'a pas de culture de tabac. Mais il y a d'autres virus de la famille des tobamovirus, du genre de tobamovirus, qui posent un vrai problème actuellement, notamment le TOBRFV, Tomato Brown Rugose Fruit Virus, qui provoque des symptômes un peu comme ça chez les tomates et qui a émergé dans le Moyen-Orient il y a une dizaine d'années et qui est arrivé en France depuis 2020. Et donc on a des mesures de contrôle de ce virus phytosanitaire très très strictes. Donc si on a des plants infectés qui sont trouvés, il faut détruire toutes les plantes dans le site, pas juste les plants infectés, et on doit désinfecter toute l'unité. Et difficile à contrôler, pas transmis par le vecteur, parce que c'est transmis dans les graines. Alors, un autre type de virus des plantes qui pose des problèmes, c'est le Barley Yellow Mosaic Virus, qui fait partie de la famille des potivirus. À nouveau, une structure hélicoïdale non enveloppée avec un génome en ARN brun plus. Cette fois-ci, le vecteur est une moisissure, Polymyxa graminis, qui est d'ailleurs un vecteur pour différentes pathogènes chez les plantes, pas juste des virus. Ce qui est un peu intéressant ici, c'est que, voilà, qu'est-ce que l'on a ici là? Donc, les spores de Polymyxa graminis peuvent rester infectieux dans le sol pendant des années et les virus sont associés à ces spores. Donc, un champ qui est infesté par ce virus va rester infesté pendant des années. Et ce qui se passe lorsque les spores du vecteur se mettent à germer, c'est que le spore va émettre un IF et l'IF va envahir les cellules de la racine de la plante qui pousse à côté. Et c'est en envahissant les cellules de la racine de la plante que le vecteur va transmettre des particules virales à l'intérieur des cellules de la plante. Alors, c'est un virus qui infecte l'orge, donc c'est un phytopathogène
important dans l'hémisphère nord. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a un champ infecté, on a des taches un peu jaunes comme ça. On pourrait se dire, bah, c'est le soleil à travers des nuages ou un truc comme ça. C'est pas ça. C'est parce qu'on a des zones dans le champ où la terre est infestée par le Polymyx agraminis et le virus. Et ça donne des pans entiers du champ qui vont être jaunis avec des feuilles qui sont jaunies. Et ces plantes-là ne vont pas pousser bien et la récolte sera très faible dans les zones touchées. Donc, au Japon, on a parlé de perte de récolte de 40-50% chez des champs, dans des champs avec une très forte taux d'infection. Donc, c'est des trucs qui sont assez, qui ont un impact économique. Toujours très important parce qu'on fait quoi avec de l'orge? De la bière, exactement. Donc, très important. Alors, donc ce qu'on peut faire, donc on peut tourner. Le problème avec les champs, c'est que il reste infectieux longtemps. Okay, et puis on n'a pas de solution autre que de faire une rotation des cultures pendant plusieurs années pour éviter que, parce que le virus, il ne va pas pouvoir infecter une autre plante. Donc si on recultive de l'orge d'année en année dans le même champ, on s'en débarrassera jamais. L'autre solution, c'est de sélectionner des variantes de l'orge qui sont résistantes à ce virus. Et donc, il y a des semences commerciales qui sont vendues pour être résistantes au virus. Alors, les potivirus, comment ils marchent, les potivirus? Lorsqu'on regarde dans leur génome, ils codent pour une grande polyprotéine et l'extrémité 5' est associée à une protéine VPG. 3' en poly A. Lorsqu'on regarde le génome, qu'est-ce qu'on a? On a cette polyprotéine qui va être clivée par les protéases virales, deux protéases virales, LNA-Pro et le HC-Pro ici, pour cliver la polyprotéine dans les protéines qui sont fonctionnelles. Et à la partie 3', on a l'ARN polymérase virale et en dernier, la protéine de capside. Alors ça doit vous rappeler quelque chose. Parce que lorsqu'on compare avec le génome d'un picornavirus, on voit que c'est quand même pas mal semblable parce que l'ARN polymérase est homologue, la NLA-Pro chez les potivirus est homologue à la 3C protéase chez les picornavirus. On a une protéine VPG et la protéine 2C est homologue à la protéine CI chez les potivirus. Et la fonction de cette protéine-là, la CI chez les potivirus, c'est une protéine de mouvement. Donc, c'est comme si ce qui s'était passé ici, c'est que notre picornavirus a perdu la partie 5' de son génome qui code pour les protéines de capside et qu'on a collé un autre gène codant pour une protéine de capside à l'autre bout pour permettre à notre virus de se répliquer. Donc, c'est, je pense, admis que les potivirus font partie de la superfamille Picorna-like parce qu'on a une homologie de séquence qui est assez importante. Et une fois qu'on a compris ça, on a compris tout sur la stratégie de réplication de ce virus parce qu'il se réplique comme un picorna. On a la polyprotéine, clivage de la polyprotéine par les protéases virales. Ensuite, l'ARN polymérase virale va faire des copies de l'ARN génomique et c'est comme ça que ça marche. C'est la même chose que chez les picornes. Alors, virus à ADN chez les virus des plantes, on n'a qu'un seul famille de virus à ADN chez les virus des plantes, ce sont les Gemini viridae. Le nom du virus de la famille virale vient de la forme caractéristique des particules virales en microscopie électronique. Donc on a des particules virales avec une symétrie icosahédrique, mais on a comme si on a deux icosèdres collés l'un avec l'autre. Donc c'est comme des jumeaux, d'où le nom Gemini viridae. Alors chez les Gemini virus, on a différents genres qui sont les Mastrevirus, Curtovirus, Topocuvirus et Begomovirus. Les noms des genres viennent un petit peu du nom de la première espèce de virus qui avait été identifiée.
Donc, Begomovirus, c'est le Bean Gold Mosaic Virus. Mastrevirus, le Maize Streak Virus. Topocovirus, je ne sais plus ce que c'est. Curtovirus, ça aussi, je ne sais plus. Mais en fait, c'est nommé après le premier virus du genre a été identifié. Alors, les Mastrei curto ou topocuvirus, leur génome est composé d'un cercle d'ADN simple brun entre 2,7 et 3 kilobases de longueur. Et sur ce petit génome en ADN simple brun, on a au minimum 3 gènes codés chez ces Geminiviridae. On a la protéine de capside qui forme le capside, une protéine de mouvement qui est ici, la MP, et une protéine REP qui n'est pas une ADN polymérase, mais qui va favoriser la réplication et qui va être essentielle pour la réplication de l'ADN viral. Donc on trouve ces 3 gènes chez l'ensemble des Geminiviridae plus des gènes accessoires. Donc REP, CAP et la protéine de mouvement, on les trouve à chaque fois dans tous les Geminivirus. Alors, chez les Begomovirus, ils ont un système qui est assez intéressant parce qu'il y a 2 cercles d'ADN viral qui forment un génome complet. Donc, qu'on appelle DNA A et DNA B. Alors, ni l'un ni l'autre code pour une protéine de mouvement. Enfin, pour toutes les fonctions nécessaires. C'est-à-dire, sur l'ADN A, on a la protéine REP et la protéine capside. Tandis que sur l'ADN B, on a la protéine BC1 qui, en fait, a les fonctions de protéine de mouvement et une autre protéine qui est la NSP qui permet d'exporter l'ADN viral du noyau. Donc, on a cette situation donc, chez les Mastrei curto et topocuvirus. La situation est simple, on a une particule virale qui entre dans la cellule, l'ADN viral va pouvoir se répliquer, il va s'encapsider et puis il va être transporté dans va pouvoir réinfecter d'autres plantes. Tandis que pour les Begomovirus, pour avoir un cycle de réplication complet, il faut qu'il y ait les 2 à la fois. Alors, la taille du génome est vraiment liée à la fonction de la protéine de mouvement. Donc Attends, il faut que je me relise ça. Oui, c'est ça. Donc, ce qui se passe chez les Geminiviridae, c'est que l'ADN se réplique dans le noyau, ensuite il quitte le noyau, il s'associe avec les protéines de mouvement, et puis il est transféré à la cellule voisine. Les formes encapsidées sont essentielles pour l'infection systémique de la plante et la transmission d'une plante à l'autre. Donc, ici, si on a une ADN A qui arrive dans une cellule d'une plante, l'ADN peut se répliquer, il peut être encapsidé, mais il restera localisé sur une seule cellule parce qu'il manque de protéines de mouvement. L'ADN B, il ne peut pas se répliquer tout seul, donc il faut qu'il y ait les 2 qui arrivent dans la cellule en même temps pour assurer une cycle de réplication. Alors, la taille des génomes est très petite, inférieure à 3 kilobases de longueur en ADN simplement. Et ça, c'est parce que l'ADN formé avec un complexe avec des protéines de mouvement, s'il est plus grand que 5 kilobases, il ne peut pas passer les plasmodesmes. Et l'optimum pour le mouvement, c'est un molécule d'ADN qui est inférieur à 3 kilobases de longueur. Donc c'est ça qui impose un peu une limite supérieure sur la taille des génomes de ces virus. OK, donc comment se passe la réplication?
Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir l'arrivée soit de l'ADN associé avec les protéines de mouvement, soit à les particules virales complètes qui arrivent dans le noyau. On aura éventuellement la décapsidation. Donc, ce qui arrive, c'est une molécule d'ADN circulaire simple brun. Normalement, ça va être les protéines de réparation de l'ADN cellulaire qui vont synthétiser le brin complémentaire. Et à ce moment-là, on a la formation d'un ADN double brin comprenant des promoteurs viraux qui vont permettre l'expression de différents gènes viraux, et notamment l'expression de la protéine REP. Et la protéine REP, ça va être une protéine de fixation sur l'origine de réplication. Donc, il va se fixer sur l'ADN double brin viral et il va attirer ou s'associer avec l'ADN polymérase cellulaire et permettre le démarrage de la réplication de l'ADN par un mécanisme de cercle roulant. Donc, ici, on a l'ADN polymérase cellulaire qui va avancer sur l'ADN viral en ADN double brin. Il va déplacer une molécule d'ADN simple brun qui reste associée au dimère de protéine REP. Et puis, à la fin d'un cycle de réplication, c'est la protéine REP qui va détacher une copie à la fin du cycle de réplication. Donc, on aura une molécule d'ADN double brin, une molécule d'ADN simple brun, et l'ADN double brin peut être répliqué à son tour. L'ADN simple brun, soit il est réparé en ADN double brin, soit il est encapsidé pour former une particule virale. Donc, ce fonctionnement de la protéine REP chez les Geminiviridae, c'est un peu comme l'antigène grand T chez les polyomavirus. Ce n'est pas un ADN polymérase, il se fixe sur l'ADN viral et va permettre et diriger sa réplication. Alors, une des questions un petit peu concernant ces virus, c'est la forme un peu bizarroïde de leur capside. Et une autre chose qu'on a remarqué, c'est que le système de réplication que l'on a ici, c'est semblable à ce qu'on observe chez les plasmides de certaines bactéries qui infectent des cellules du phloème des plantes, qui sont les phytoplasmes. Et lorsqu'on fait l'arbre phylogénétique de ces protéines REP chez les Geminiviridae, le plus proche voisin, c'est une protéine homologue qui assure la réplication de plasmides chez les phytoplasmes. Donc on s'est dit, tiens, mais l'origine de cette famille de virus, ce sont les plasmides qui se répliquent chez une bactérie bactérie pathogène chez les plantes. Et à un moment donné, les plasmides deviennent un petit peu indépendants, capables de se répliquer chez les cellules de la plante. Et tout ce qu'il leur faut, c'est de récupérer une protéine de capside pour devenir un virus. Et si on regarde la structure de la protéine de capside chez les Geminiviridae, en fait, il est homologue à une protéine de capside, un virus satellite d'un virus ARN. Donc c'est ça qu'on pense est l'origine de cette famille de virus. C'est-à-dire c'est une sorte de association vraiment par le hasard entre un plasmide d'une bactérie pathogène chez les plantes qui se met à se répliquer et d'une façon ou d'une autre, ce plasmide récupère une protéine de capside venant de notre virus. Alors, le problème avec cette protéine de capside, c'est que la nucléocapside icosahédrique qu'elle forme, elle est trop petite pour encapsider le génome de 3 kilobases de longueur de notre virus. Et c'est pour ça qu'il faut coller les deux ensemble pour avoir suffisamment de place à l'intérieur pour impacter un ADN circulaire de 3 kilobases de longueur. Donc c'est une des rares cas où on a une idée d'où vient le virus. Alors, les bégomovirus sont un exemple chez les virus des plantes d'un génome multipartite. Okay? Et il y a une différence entre un génome multipartite et un génome segmenté. Pour le virus de la grippe, si vous vous souvenez, d'ailleurs, c'est ce qu'on a vu, on a chaque génome est codé sur 8 segments d'ARN avec en gros un segment qui code pour un gène. Et donc chaque particule virale
pour incorporer un génome complet, il doit incorporer une copie de chaque segment génomique dans la particule virale. Donc ça, c'est un génome segmenté. Mais un génome multipartite, c'est pas comme ça. Ce qui est le facteur en commun, c'est que on a une partie du génome codée sur différentes molécules d'ARN ou d'ADN génomique. Mais chez un virus multipartite, chaque particule virale va incorporer qu'un seul segment génomique. Et donc ça pose un problème. C'est-à-dire comment, parce que pour infecter une cellule, il faut que tous les gènes viraux soient présents en même temps pour permettre le virus de se répliquer. Mais si on a une partie du génome dans une particule et une autre partie du génome dans une autre particule, c'est un problème, ça. Alors, pour que ça marche, il faut qu'il y ait plusieurs particules virales qui infectent la même cellule en même temps. C'est-à-dire qu'on a une infection à quoi? À faible MOI ou à forte MOI? Plusieurs particules virales qui infectent la cellule en même temps. Qui dit faible MOI? Qui dit forte MOI? Ouais, c'est ça, forte MOI. Et on pense que c'est parce que les virus des plantes sont souvent, dans la majorité des cas, transmis par des vecteurs. Et c'est ça qui permet à chaque fois d'avoir une infection à forte MOI. Parce que si on est un insecte suceur de sève, on va aller se nourrir sur une plante, comme ça. Ensuite, on va aller et on va inspirer une forte dose de virus. On va aller sur la plante voisine, on va à nouveau sucer la sève, mais on va injecter aussi. Et c'est ça qui permet d'injecter une forte dose de virus dans une seule cellule. Donc c'est cette transmission par vecteur chez les plantes qui permet ce mode de vie. Une transmission respiratoire pour le virus de la grippe, ça ne peut pas marcher parce que si j'éternue là, je vais faire une nuage de gouttelettes et chaque gouttelette va porter peut-être une ou deux particules virales infectieuses. Donc je ne vais pas pouvoir avoir une infection à forte MOI par une transmission par voie respiratoire ou par voie fécale-orale via l'eau. Parce que le virus va être dilué, il faut qu'il y ait tout le génome dans une seule particule virale. Donc voilà, donc on a ces génomes multipartites chez beaucoup de virus des plantes, chez aucun virus animal. Alors, on a des virus avec des génomes multipartites chez les Geminiviridae et chez plusieurs types de virus à ARN brun plus, soit avec des capsides à symétrie hélicoïdale, soit avec des capsides à symétrie icosahèdrique. Et aussi, on a des virus ARN double brun chez les plantes qui ont des génomes multipartites. Et chez les virus multipartites avec des capsides hélicoïdales nues, on peut voir qu'ils sont multipartites parce que là, on a un long segment génomique, là, on a un court segment génomique. Et donc, on a dans la préparation de particules virales infectieuses des particules de longueur différente parce qu'ils sont associés avec des molécules d'ARN plus ou moins longues. Alors, cette mode de transmission des virus des plantes, toujours avec une forte MOI, c'est aussi quelque chose qui favorise l'association de génome viral avec tout un tas de génomes un peu parasites ou subvirales, qui sont les virus défectueux et les virus satellites ou les embravirus. Donc les virus défectueux sont les génomes viraux juste avec des mutations. Et ils sont incapables de se répliquer de façon autonome. Ils doivent être répliqués par une forme wild type du génome viral. Et souvent, ils ont un avantage réplicatif parce que si on délète un gène, on a une molécule d'ARN qui est plus courte, donc il va être répliqué plus rapidement. Donc il ne sera pas fonctionnel, mais en fait, les fonctions sont apportées par le virus auxiliaire. Donc souvent chez les virus des plantes, dans une souche qu'on isole, on va avoir une partie de virus de génome complet associée avec plus ou moins de virus défectueux. Et on peut éliminer les virus défectueux en faisant un isolement sur plage de Lise ou en dilution limite. Alors, à côté de ça, on a des virus satellites.
Cette fois-ci, on n'a pas d'homologie de séquence avec les virus auxiliaires, mais ils sont toujours dépendants de leur virus auxiliaire pour se répliquer. Et les imbravirus, c'est une situation un peu différente, c'est-à-dire qu'on a une séquence un peu plus longue, et c'est ça qui fait que le virus est capable de se répliquer de façon autonome au sein de la plante, mais elle a besoin d'un virus auxiliaire pour sa transmission. Et la dernière chose qu'on a chez les plantes, ce sont les viroïdes, les petites molécules d'ARN double brin, circulaires, qui se répliquent de façon autonome et qui ne codent pas pour des protéines. Donc ça, c'est un objet biologique vraiment bizarre et qu'on trouve uniquement chez les plantes. Donc vite fait en 5 minutes, les imbravirus. Donc c'est comme un génome viral complet, codant pour 4 protéines. Les cadres ouverts de lecture 1 et 2 codent pour la polymérase virale, qui va répliquer l'ARN viral et aussi permettre l'expression d'ARN messager plus court, codant pour les protéines 4 et 3. Le gène cadre ouvert de lecture 4 code pour la protéine de mouvement, donc le virus peut se disséminer localement. Et le cadre ouvert de lecture 3 permet de dissémination systémique du virus. Donc en fait, les imbravirus sont capables d'infecter les plantes, de se répliquer leur ADN, de se disséminer localement et partout dans la plante. Ils ont besoin juste d'un virus auxiliaire pour apporter une protéine de capside pour permettre la transmission d'une plante à l'autre. Alors, virus satellite, pas comme les imbravirus, pas de réplication en absence de virus auxiliaire. Certains codent pour les protéines. Dans ce cas-là, si la protéine code pour une capside, on les appelle virus satellites. Si la protéine codée dans le génome satellite ne code pas pour une capside, on parle de ARN ou d'ADN satellite. Ils ne se répliquent pas de façon autonome, donc ils ne sont pas responsables de phytopathologie propre, mais ils peuvent modifier les symptômes de leur virus auxiliaire, dans le cas d'une co-infection. Alors, pour les ARN satellites, ils ne codent pas forcément d'une protéine de capside. Certaines codent pour des protéines, et dans ce cas-là, la protéine va avoir un rôle pour diriger l'ARN polymérase de l'ARN auxiliaire vers l'ARN du satellite. Dans d'autres cas, les ARN satellites ne codent pas tout pour des protéines, mais ils codent pour des ribozymes qui vont favoriser la réplication du satellite. Et voilà, donc c'est un truc qu'on trouve beaucoup chez les virus des plantes. Dernière chose chez les virus des plantes, les viroïdes, qui sont des petites molécules d'ARN circulaires avec un fort niveau de structure secondaire. On reconnaît 2 familles de viroïdes, les Pospiviroidae et les Absunviroidae. Les Pospiviroidae se répliquent dans le noyau, les Absunviroidae se répliquent dans les chloroplastes. Curieusement, ils se répliquent via l'ARN polymérase 2 de la cellule. Ça, c'est quand même curieux parce que l'ARN polymérase 2, il doit prendre comme matrice de l'ADN double brin, mais les viroïdes arrivent à détourner cette action pour rendre l'ARN pol 2 dépendante de l'ARN double brin. Et leur transmission est principalement par voie verticale. Donc, on n'a pas de protéine de capside, donc c'est juste une molécule d'ARN double brin. Donc, c'est très très difficile d'imaginer comment ces molécules peuvent rester infectieuses une fois en dehors de la plante infectée. Et effectivement, la plupart ont une transmission verticale, donc restent toujours associées aux cellules de la plante pour leur transmission. Il y a certains cas de transmission par insecte. Alors, les viroïdes ont été détectés d'abord chez les pommes de terre, et avec les symptômes étant la formation de ces pommes de terre en forme de fuseau. Donc c'est le potato spindle viroid. Donc on a une forme de fuseau, les pommes de terre plutôt que d'être rondes ont une forme de fuseau.
Et ça, c'est le symptôme d'infection par cette viroïde. Alors, ces trucs-là codent pas pour des protéines dans leur génome. Donc, comment ils font pour provoquer des symptômes? Et en fait, on trouve les siRNA dérivés de l'ARN des viroïdes chez les plantes et on pense que ces siRNA vont affecter l'expression des gènes chez l'hôte. Et c'est comme ça que les virus vont provoquer des symptômes. Un autre truc que l'on imagine, c'est que, attends, mais ce sont des ARN double brin, mais comment ça se fait qu'ils ne vont pas appliquer des protéines Dicer chez les plantes pour éliminer, pour découper ces molécules d'ARN double brin? Et effectivement, les équivalents chez les plantes Dicer-like DCL2, DCL3 sont impliqués dans la résistance aux viroïdes. C'est-à-dire que les protéines Dicer chez la plante ou DCL vont pouvoir découper l'ARN de viroïde et éliminer l'infection. Donc, objet biologique intéressant. On se demande pourquoi on n'en a pas chez les animaux d'ailleurs. OK, donc c'est fini pour les virus des plantes, même à l'heure, c'est incroyable. Donc, les choses à retenir, pas de virus à ADN double brin chez les plantes. Et on pense que c'est parce que c'est trop difficile pour faire passer une molécule d'ADN double brin à travers les plasmodesmes. C'est ça qu'on considère étant la limitation pour expliquer pourquoi on n'a pas de virus à ADN double brin chez les plantes. Ce que l'on trouve par contre, c'est beaucoup de formes subvirales, les satellites et les viroïdes. Les épidémies et la transmission de virus des plantes dans une forme phytopathogène, c'est souvent lié à l'expansion du vecteur. Donc, si le vecteur s'étend, il amène des virus et qui peuvent affecter de nouvelles cultures. Les choses particulières pour les virus des plantes, pas de récepteurs cellulaires, transmission par les vecteurs la plupart du temps, transmission cellule à cellule par les protéines de mouvement, extrêmement essentiel pour n'importe quel virus des plantes. Et ces virus multipartites qu'on trouve chez les plantes, pas chez les animaux, on pense liés à leur mode de transmission, ce qui fait qu'à chaque cycle de réplication, à chaque transmission d'un hôte à l'autre, on a une infection à forte MOI. Et c'est ça qui permet l'existence de ces génomes multipartites. Et ça, c'est ça aussi qui favorise la persistance de ces formes subvirales, les satellites et les virus défectueux. Et sur ce, je m'arrête et je vous laisse avec Madame Moratou pour terminer la matinée.